Dans ce chapitre, Jed a rendez-vous avec son père pour leur repas annuel. Le père de Jed a un cancer du rectum et son état connaît une aggravation subite. Durant tout le chapitre, Jed s'interroge sur le sens de sa vie et la question de la mort. Je vous suggère d'ailleurs de reprendre le début de ce chapitre 10 pour découvrir cette thématique. En outre, son père lui fait une annonce. En fait, durant ce repas, il souhaite lui faire une révélation sur la raison qui a poussé sa mère, la mère de Jed, à se suicider. Maintenant, si on parle précisément du chapitre, il s'agit d'un discours direct du père qui fait de manière nostalgique le bilan de sa vie. Et pour être plus précis, l'extrait aborde la question du métier du père de Jed et des regrets de ce dernier par rapport à celui-ci. On apprend juste avant qu'après le bac, le père de Jed s'est inscrit aux Beaux-Arts de Paris et il nous dit que ça inquiétait un peu ses parents, sa mère en particulier, parce qu'elle aurait préféré qu'il fasse une école d'ingénieur. Toutefois, les grands-parents ont soutenu le père de Jed dans sa décision et dans son orientation professionnelle. Le père apprend aussi à ce moment à Jed qu'il avait une ambition artistique et qu'il aurait souhaité devenir photographe, mais que finalement il avait peur d'être limité dans cette activité à uniquement officier dans des cérémonies de mariage ou dans des communions, donc de ne pas pouvoir s'exprimer totalement artistiquement dans cette profession. Alors Jed est surpris parce que, enfant, il n'a fait que voir son père s'occuper de problèmes techniques et essayer de résoudre des questions financières. Et là, il est étonné de découvrir que son père a fait lui aussi les beaux-arts et que quelque part l'architecture appartient aussi aux disciplines artistiques fondamentales. Le passage commence par une sorte de référence à la chanson, je ne sais pas si vous la connaissez, le blues du businessman de Daniel Balavoine, puisque le père dit qu'il aurait voulu être un artiste. Ça semble être assez ironique. Et le père, on nous dit que le père le dit avec une sorte d'acrimonie dans la voix, presque une méchanceté. Trois questions me paraissent fondamentales pour analyser ce passage. D'abord, j'aimerais parler du lien entre Jed et son père et le bilan qu'ils tirent ensemble d'une vie. La deuxième question, elle paraît assez évidente puisque c'est la thématique centrale du passage, à savoir le rôle qu'a joué Le Corbusier dans l'histoire de l'architecture. Et finalement, la troisième idée que je vais traiter, ce sera le regard rétrospectif sur la fonction et l'utilité de l'art, plus précisément évidemment de l'architecture, dans notre société et l'impact qu'elle a eu sur notre vie actuelle. Pour commencer, on voit que le bilan du père est assez négatif, en tout cas c'est comme ça que le décrit Houellebecq. Je l'ai dit, hein, il voulait, ce père, être un artiste. Il le dit à la ligne 2 d'une manière acrimonieuse, presque avec de la méchanceté. Et finalement, toute cette réflexion débouche sur un constat d'échec, puisque le père dit clairement qu'il n'a pas réussi dans cette vocation. Alors évidemment, ça renvoie aussi à la vie de Jed, puisque Jed est aussi en train de faire le bilan. Et on voit que finalement, il y a une continuité dans l'histoire familiale. Le grand-père lui-même avait fait de la photographie, le père a tenté d'être photographe, il s'est lancé dans l'architecture. Alors évidemment, une architecture fonctionnaliste qui n'avait pas du tout de velléité artistique et qui conduisent d'ailleurs le père à ses regrets. Mais on peut aussi se dire finalement que Jed aurait, dans une certaine mesure, abouti à les aspirations familiales. Et pourtant, quand on connaît le reste du roman, on se rend compte que ce n'est pas du tout le cas, que que Jed est aussi face à un constat d'échec par rapport à sa vie, même si il connaît le succès avec ses productions. Quand je parle d'échec, évidemment, ça concerne plutôt son développement personnel. Il y a peut-être aussi une volonté de réhabiliter le père à travers ce passage. On voit que les relations entre le père et le fils ne sont pas très bonnes.
Heu, Au début du chapitre, on apprend, et je l'ai dit tout à l'heure, que, ils se voient une seule fois par année. C'est ce qu'ils appellent leur repas annuel. Les relations entre les 2 se sont donc, distendues, et Jed porte même un regard assez moqueur sur son père, ou critique, on va plutôt dire, sur son père, qu'il considère juste comme, un fonctionnaire de l'architecture. Donc là, pour la première fois, Jed, se rend compte en fait que son père, tout comme lui, avait des aspirations à être un artiste. D'ailleurs, ce regard-là est bien marqué à la fin du passage, quand on découvre que Jed, qui vient là plus par obligation initialement que par plaisir, et ben à la fin de ce passage, Houellebecq nous dit que Jed écoute son père avec beaucoup d'attention, peut-être même une forme d'amour, ou en tout cas de sympathie, voire d'empathie. Toujours à la fin du passage, le père annonce aussi à son fils qu'il a compris son art, qu'il s'y est intéressé. Il lui dit, c'est peut-être ce que tu as essayé de faire dans tes tableaux à la page 215. Or, il faut comprendre ce qu'a voulu faire Jen dans son œuvre. Et si on le fait, on comprend que c'était de montrer que derrière chaque métier, il y a un homme, et de s'interroger aussi sur ce que cet homme pourrait avoir d'unique. En d'autres termes, derrière les fonctions que nous remplissions et auxquelles on a souvent tendance à nous limiter, il y a une vie, il y a eu des amours, des tristesses, des maladies, des deuils. Alors, abordons maintenant la deuxième question, à savoir celle de l'architecture de Le Corbusier et de l'opposition que le père fait entre cette architecture et ses aspirations qu'il avait à l'époque. Le Corbusier, c'est un architecte, urbaniste, décorateur, peintre, sculpteur suisse qui s'est naturalisé français. Il est né le 6 octobre 1887 à La Chaux-de-Fonds et il est mort en 1965. Il est principalement connu pour être l'inventeur de l'unité d'habitation. C'est un concept sur lequel il a commencé à travailler dans les années 20. Ce concept prendra valeur de solution aux problèmes de logement et de démographie dans la période de l'après-guerre. Donc, la conception architecturale de Le Corbusier envisage dans un même bâtiment tous les équipements collectifs nécessaires à la vie, des garderies, laveries, piscines, écoles, commerces, bibliothèques, lieux de rencontre, et la construction peut-être la plus célèbre qui, qui correspond à ce modèle, c'est sans doute la Cité radieuse de Rezé. Je vous conseille d'ailleurs d'aller regarder, si vous ne l'avez pas encore fait, la vidéo que j'ai mis à disposition sur ce site. À la page 212, le père de Jed dit d'ailleurs que toutes les villes nouvelles, toutes les cités qu'on a construites en banlieue dans les années 1950 et 1960, soit la période qui correspond aux Trente Glorieuses, ont été marquées par l'influence de Le Corbusier, mais aussi de Van der Rohe. Voilà. Toutefois, ce modèle ne correspondait pas du tout aux idéaux du père, ni d'ailleurs à ses camarades des Beaux-Arts. Et le père qualifie plutôt les habitats de Le Corbusier comme des machines à habiter. C'est toujours à la page 212. Le reproche du père, c'est que Le Corbusier, comme d'ailleurs les marxistes et les libéraux, n'était au fond qu'un productiviste. Il imagine en fait que l'homme doit se limiter à des fonctions essentielles, et ces fonctions sont totalement articulées autour de son travail. Dès lors, Le Corbusier ne faisait imaginer pour l'homme que des immeubles de bureaux, carrés, utilitaires, sans décoration, ou bien des immeubles d'habitation qui étaient plus ou moins identiques et qui se limitaient juste à des cellules d'habitation. Le terme est bien cellule d'habitation, en fait, comme une prison, et que l'homme devait finalement se répartir entre son travail et son logement dans lequel il allait seulement se reposer. C'est ce qu'on appelle quelque part des cités dortoirs. D'ailleurs, le modèle d'habitation conçu par Le Corbusier se calque complètement sur le modèle dans lequel les hommes travaillent, donc les bureaux. Il y a un dernier aspect qui est traité à la page 213 et qui est intéressant, c'est que pour Le Corbusier, si la cellule d'habitation devait correspondre à la structure de travail, elle ne devait pas du tout avoir d'impact sur la nature. La nature, elle avait sa place en dehors de ces zones d'habitation, et finalement, si l'homme pouvait y avoir accès, c'était uniquement le dimanche, lors des promenades en famille. Houellebecq dit à la page 213:
Pour lui, l'humanité devait se limiter à des modules d'habitation circonscrits au milieu de la nature, mais qui ne devaient en aucun cas la modifier. Un peu plus haut, c'était une sorte d'écologiste avant la lettre. Le père conclut, juste un peu plus loin à la page 213, c'était effroyablement primitif quand on y pense, c'était une régression terrifiante par rapport à n'importe quel paysage rural, mélange subtil, complexe, évolutif de prairies, de champs, de forêts, de villages. C'était la vision d'un esprit brutal, totalitaire. Le Corbusier nous paraissait un esprit totalitaire et brutal, animé d'un goût intense pour la laideur. On voit à quel point le père insiste sur cette brutalité qui est répétée 2 fois, comme le terme totalitaire. Il referme cette réflexion en qualifiant les bâtiments de Le Corbusier comme étant d'une laideur effroyable. Et pourtant, c'est bien la vision qui a prévalu durant tout le XXe siècle et qui a abouti aux cités dortoirs, aux HLM qu'on connaît aujourd'hui. Il suffit d'aller à Genève pour voir les bars qui se trouvent autour de l'aéroport. À Le Corbusier, le père de Jed oppose l'ambition utopiste de Charles Fourier. Charles Fourier, c'est un philosophe français, fondateur de l'école sociétaire. Il est considéré par Marx et Engels eux-mêmes comme une figure du socialisme critico-utopique. La quête de Fourier, c'est celle d'une harmonie universelle. En fait, il présente sa théorie comme résultant d'une découverte scientifique dans le domaine passionnel. Dans le cadre de cette théorie dite de l'attraction passionnée, l'univers serait en relation avec les passions humaines qu'il reflèterait. Là où Le Corbusier met en relation la vie privée de l'homme à sa vie professionnelle, Fourier, lui, met en lien la vie intime de l'homme à ses passions. Marx Hegel voit dans sa pensée utopique une critique radicale de la société industrielle de son époque. Pour correspondre à cette idée, Fourier développe une idée architecturale qui est celle du phalanstère. Fourier classe en fait hommes et femmes en 810 catégories. Ces catégories correspondent à autant de passions, sous-passions, sous-sous-passions, etc. différentes. Il propose donc ces sociétés idéales composées d'une phalange de 1620 individus de tout âge nommés phalanstères, où chacun œuvre selon ses affinités, tout en accordant une place particulière à l'agriculture ainsi qu'aux arts et aux sciences. Un phalanstère, en fait, c'est un ensemble de bâtiments à usage communautaire qui se forment par la libre association et par l'accord affectueux de ses membres. Pour Charles Fourier, les phalanstères forment le socle d'un nouvel État qui s'organise autour de la nature et où les gens s'organisent dans des appartements en fonction de leur affinité passionnelle. En définitive, le phalanstère, c'est une sorte de communauté hippie New Age, une sorte d'exploitation agricole avec des bâtisses pour le logement et l'amusement qui peut accueillir 400 familles au milieu d'un domaine de 2300 hectares et où on va cultiver les fruits et les fleurs avant tout. On imagine bien que ce modèle plaît à Houellebecq, dont le livre revendique un retour à la nature, à la terre, mais aussi correspond à des théories sexuelles qu'il a développées dans ses autres ouvrages. Et évidemment, toute cette théorie intéresse Jed parce qu'il ne l'imaginait pas sortant de la bouche de son père. Alors à ce propos, que dit le père dans le passage? D'abord, il se revendique de Charles Fourier et il anticipe l'étonnement du fils. Il dit à la page 213, on a surtout retenu les théories sexuelles de Fourier et c'est vrai qu'elles sont assez burlesques. Il est difficile de lire Fourier au premier degré avec ses histoires de tourbillons, de fakiresques, de fées de l'armée du Rhin. On est même surpris qu'il y ait eu des disciples, des gens qui le prenaient au sérieux, qui envisageaient réellement de construire un nouveau modèle social de société sur la base de ses livres. C'est incompréhensible si on essaie de voir en lui un penseur, parce que sa pensée, on n'y comprend absolument rien. Mais au fond, Fourier n'est pas un penseur, nous dit le père, c'était surtout un gourou, une sorte d'utopiste qui donnait un élan à une théorie totalement nouvelle et totalement aussi opposée à celle de Le Corbusier. Le père de Jed dit qu'il voit dans les théories de Fourier un besoin d'optimisme sexuel dans cette société d'après-guerre qui est en train gentiment de revenir à des valeurs plutôt industrielles et qui mèneront aux dérives de la société capitaliste qu'on connaît aujourd'hui. Donc plutôt que de foncer
dans le développement économique et démographique lié aux Trente Glorieuses, le père de Jed aurait souhaité plutôt une sorte de régression un peu baba, hippie, et il voyait en Fourier justement un inspirateur à ça. Tout comme Fourier, le père de Jed s'interroge sur le sens de la vie et il pose toute une série de grandes questions à la page 214 qui serait pourquoi l'homme travaille ou encore qu'est-ce qui fait qu'il occupe une place déterminée dans l'organisation sociale, qu'il accepte de s'y tenir et qu'il accepte aussi d'accomplir sa tâche sans se poser de questions. Évidemment, vous pensez bien que je trouve ça particulièrement intéressant et pertinent par rapport à la période qu'on est en train de vivre actuellement et qui remet justement la question du travail en question. Donc dans le passage, le père de Jen pense que la question du gain n'est pas la plus importante et que cette société industrielle ou cette société des Trente Glorieuses n'est pas une réponse à nos besoins humains. Il ajoute à la page 214, dès qu'on a supprimé l'aiguillon financier des gens, on a cessé de travailler, ils ont saboté leurs tâches, l'absentéisme s'est accru dans des proportions énormes. Et il poursuit avec une critique du communisme en disant que ce système n'a jamais été capable d'assurer la production et la distribution égalitaire des biens les plus élémentaires. Alors que Fourier, et c'est là où je faisais le lien avec la situation de claustration qu'on vit aujourd'hui, donc Fourier, lui, il était conscient, d'après en tout cas le père de Jed, que bien avant l'apparition du capitalisme, des recherches scientifiques, des progrès techniques avaient lieu et que des gens travaillaient dur, parfois très dur, sans être poussés par la pain du gars, mais par quelque chose, aux yeux d'un homme moderne, de beaucoup plus vague. Et ce quelque chose, c'était non pas l'anarchisme, on aurait pu s'attendre en fait à cette conclusion, mais quelque chose de beaucoup plus surprenant chez Fourier, mais que le père de Jed relaye aussi, c'est l'amour de Dieu. Alors cette conclusion, elle est surprenante chez Houellebecq. Alors j'imagine que vous y étiez un peu plus préparé. On avait vu qu'il arrive à des conclusions similaires dans le film Thalasso, mais c'est vrai que finalement c'est une réponse intéressante et qui sort un petit peu des modèles préconçus qu'on aurait pu avoir. Il donne in fine le cas des moines pour justifier cette dévotion à sa tâche, mais aussi peut-être, et ça je trouve intéressant, c'est comme ça que conclut d'ailleurs le père, à l'honneur de la fonction. Est-ce que c'est pas finalement l'honneur de ma fonction qui fait qu'aujourd'hui je suis dans ma cuisine en train d'enregistrer ce blog pour vous et pour que vous puissiez réussir vos examens? Je ne sais pas, je vous laisse la question. En tous les cas, tout ça amène Jed à une nouvelle considération de son père qu'il finit par peut-être admirer dans ce passage, alors qu'avant, il le voyait juste comme un fonctionnaire qui exécutait des tâches au sein même de cette société capitaliste. C'est peut-être d'ailleurs par réaction qu'il s'est dévoué lui-même au métier d'artiste et qu'il a rejeté les valeurs capitalistes convenues de l'appât du gain, etc. D'ailleurs, il est très surpris dans le reste du livre, quand il a du succès, de découvrir que ça remplit son compte en banque. Il est presque mal à l'aise avec ça d'ailleurs. Donc vous l'avez compris, moi je trouve ce passage absolument passionnant, difficile, mais passionnant. Je trouve qu'il résume très bien un peu la pensée de Houellebecq et du livre de manière générale. D'abord dans la critique de la société de consommation dans laquelle on vit actuellement, dans la difficile remise en question de ces valeurs. Est-ce qu'on est capable de finalement sortir de ce modèle, de trouver d'autres options, d'autres solutions, d'autres alternatives de vie? C'est ce à quoi le père avait été confronté à la suite de ses études dans les beaux-arts et finalement aussi à la question de l'art puisque, au fond, on voit que, dans cette, société, certains, comme Le Corbusier, ont amené l'art à correspondre au modèle capitaliste, modèle des Trente Glorieuses, alors que d'autres ont essayé plutôt de fonder cet art sur autre chose. Jed, lui, fonde son art sur le regard des métiers, le regard des artisanats, des artisans, des hommes, mais derrière cet art, il se pose aussi la question du territoire. Qu'est-ce qu'il y a sur le territoire, si on en revient au local? Quelles sont finalement les passions fondamentales des hommes? Qu'est-ce qui nous anime? Qu'est-ce qui nous meut? Est-ce qu'on ne pourrait pas fonder une nouvelle société à partir de là, sur nos valeurs fondamentales, sur nos besoins fondamentaux, sur cette collectivité qui pourrait peut-être nous proposer, qui sait, un jour, un autre modèle que celui dans lequel on s'est enfermé depuis la révolution industrielle. Voilà.